Le Danemark est à la présidence de l'Union européenne jusqu'en juillet 2012. C'est la 7e fois depuis 1973 que Copenhague exerce cette présidence. Alors ce pays est souvent présenté comme un modèle de qualité de vie, un modèle d'ouverture, l'archétype du modèle économique et social scandinave. Or ce modèle et cette ouverture ont beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Eh bien c'est de ce modèle et de ces évolutions dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Le royaume du Danemark est très ancien. Son unité se fait au Xe siècle sous l'autorité du roi Harald Ier. Le royaume devient une puissance régionale et on voit qu'au XVIe siècle, il est formé par la Scanie, l'île de Gotland, de l'Åland. Le royaume compte également les duchés de Schleswig et Holstein, la Norvège et, plus éloigné, les dépendances norvégiennes des îles Féroé et de l'Islande, qui deviennent également des possessions danoises. Finalement, c'est avec la perte de la Scanie, de l'île de Gotland et du Åland au XVIIe siècle, puis de la Norvège au début du XIXe, puis des duchés de Schleswig et Holstein en 1864, que le territoire du Danemark trouve les frontières continentales qu'on lui connaît aujourd'hui. À la même époque, outre-mer, le Danemark exerce toujours sa souveraineté sur l'Islande et les Féroé, et il faudra attendre le XXe siècle pour voir des changements dans son outre-mer. Car le Danemark perd l'Islande en 1944 et le Groenland qui fait 2,5 millions de kilomètres-carrés, colonie danoise depuis 1814, devient une province danoise en 1953 pour obtenir ensuite un statut de territoire autonome en 1979 qui est renforcé à nouveau en 2009. Aujourd'hui, le Groenland est peuplé de 58 000 habitants, des Danois et des Inuits, soit l'une des plus faibles densités de population au monde, soit 0,03 habitants au kilomètre carré. Le Danemark est le plus petit des États scandinaves, avec une superficie continentale de 43 000 km². La capitale est Copenhague, il y a 5,5 millions d'habitants, et le pays a pour voisins l'Allemagne au sud, la Norvège au nord, la Suède à l'est, mais le Danemark a surtout la mer pour voisin. Les 7300 km linéaires de côte ouvrent le pays sur la mer du Nord et sur la mer Baltique. Bien, voilà donc un petit peu pour l'histoire, pour la géographie physique. Maintenant, ce que l'on retient souvent du Danemark, ce sont avant tout le modèle économique et social et la qualité de la vie. Alors qu'en est-il exactement ? Le premier facteur qui conforte cette image, c'est la richesse économique. Le Danemark est le deuxième pays le plus riche de l'Union européenne en PIB par habitant, soit une moyenne de 55 000 $ par personne. Aujourd'hui, l'économie danoise est structurée ainsi, 77% du PIB pour le secteur tertiaire, 22% pour le secondaire et 1,3% pour le secteur primaire. Donc ce qui frappe, c'est la disproportion entre le secteur tertiaire et les activités liées à l'agriculture et à la pêche. Et cela se traduit en matière d'emploi. Entre 1960 et 2010, l'emploi dans le tertiaire a presque doublé, passant de 40% à 77% de la masse salariale du pays. Et en même temps, le Danemark a mis à profit son potentiel naturel pour le transformer en pôle de compétitivité économique, tant par la recherche-développement que par la production. C'est-à-dire que concrètement, dans le domaine de l'énergie, le Danemark a des ressources en hydrocarbures en mer du Nord, mais le pays a pourtant largement développé ses énergies renouvelables. Aujourd'hui, 27% de l'électricité du pays provient de sources telles que le soleil, la biomasse, la géothermie et le vent. Et si on compare avec les voisins immédiats, on est à 6% en Pologne, 7% au Royaume-Uni, 9% aux Pays-Bas, 16% en Allemagne, 56% en Suède et 103% en Norvège. Il faut savoir que la moyenne de l'Union européenne est de 18%, donc le Danemark figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. Et pour mémoire, en France, ce taux est à 13%. Donc depuis les années 90, le Danemark a considérablement accru son offre, particulièrement en matière d'énergie éolienne. Elle assure aujourd'hui 20% de la production d'électricité du pays. On voit sur la carte Roskilde, où se trouve le Laboratoire national de l'énergie durable. Ce labo est une institution danoise qui rassemble la fine fleur de la recherche en économie verte.
Le pays a fait de ce secteur d'activité un pôle d'emploi autant qu'un pôle pour l'exportation. 43 000 éoliennes issues du groupe danois Vestas sont installées dans 66 pays et une nouvelle éolienne du groupe est installée dans le monde en moyenne toutes les 3 heures. Le deuxième pilier sur lequel repose le modèle danois est ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire un fort interventionnisme de l'État. Alors cela se traduit par une charge fiscale l'une des plus élevées de l'Union européenne, soit 48,1% du PIB en 2009, pour une moyenne de 38,5% dans l'Union européenne. Mais il y a un retour à cette fiscalité lourde dans les programmes de santé publique, dans l'éducation nationale, en matière d'emploi, et cet interventionnisme se retrouve dans la promotion de la parité et des droits des femmes. Concrètement, dans les institutions danoises, on trouve au gouvernement 23 ministres, dont 9 sont des femmes, dont la Première ministre, la social-démocrate Helle Thorning-Schmidt, au pouvoir depuis octobre 2011. Le Parlement danois, le Folketing, compte 40% de femmes, soit un chiffre proche de celui de l'Allemagne, avec 33% au Bundestag. Et pour mémoire, la France, ce vieux pays, compte, elle, 19% de femmes à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a un autre élément qui a contribué à la bonne image du pays, c'est son accueil des étrangers et des demandeurs d'asile. Le Danemark a accueilli à partir des années 70-80 de nombreux immigrants, demandeurs d'emploi européens, réfugiés politiques ou demandeurs d'asile. En 1980, 3% de la population danoise était immigrée ou descendants d'immigrés. En 2010, le chiffre s'élève à 10% de la population du pays. Et près des 2/3 de ces immigrants viennent de pays hors Union européenne et Norvège, venant principalement de Turquie, d'Irak, du Liban, d'ex-Yougoslavie, surtout la Bosnie-Herzégovine, du Pakistan, de Somalie, d'Iran. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que le point commun entre ces États, à l'exception de la Turquie, c'est qu'ils ont tous connu la guerre. L'arrivée de ces immigrants n'a pas modifié les croyances religieuses dans le pays. L'Église évangélique luthérienne protestante, qui est établie depuis 1536, est toujours largement majoritaire, avec plus de 90% de la population. On compte aujourd'hui au Danemark environ 3% de musulmans. Donc, contrairement à l'idée répandue par le Parti du peuple danois, qui est un parti d'extrême droite, et sur laquelle il a prospéré, la présence d'étrangers demeure marginale au Danemark et n'a en rien modifié l'identité danoise. Et pourtant, les conservateurs et leurs alliés parlementaires d'extrême droite, présents au pouvoir de 2001 à 2011, sont revenus sur ce modèle danois en matière sociale, mais surtout en matière d'accueil des étrangers. Regardons maintenant la relation du Danemark avec son extérieur. Le Danemark est intégré à 3 espaces internationaux. D'abord, l'espace atlantique qui est le plus vaste. Le Danemark, depuis 1949, est membre de l'OTAN, autorisant les États-Unis à ouvrir pendant la guerre froide la base de Thule, au nord-ouest du Groenland. Le Danemark contrôle également le détroit de Skagerrak, qui est l'un des rares accès de la Russie vers l'Atlantique. Et le pays participe aussi à des missions de maintien de la paix de l'ONU, avec des hommes au Kosovo, en Irak, en Afghanistan. Entre 1948 et 2007, le Danemark a envoyé 87 000 soldats et policiers à travers le monde. À cette vision atlantique, qui est une vision mondiale, se combine le deuxième espace de coopération qui est européen. Le Danemark a rejoint la CE en 1973. Aujourd'hui, le pays profite du marché intérieur européen. Ses 3 principaux clients sont l'Allemagne, la Suède, la Grande-Bretagne, et ses 3 principaux fournisseurs sont l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas. Mais en même temps, la politique européenne du Danemark peut se traduire par un pied dedans, un pied dehors. Copenhague veut le lien économique, mais le minimum de lien politique. Le traité de Maastricht a été rejeté par un référendum le 2 juin 1992. Des clauses ont exempté le Danemark de participer à la politique de défense ou de coopérer sur les questions de justice ou d'affaires intérieures. Le pays a choisi de ne pas rejoindre la zone euro et continue à disposer de sa propre monnaie, la couronne danoise. Et puis le Danemark, en revanche, avait rejoint l'espace Schengen, mais le gouvernement conservateur a décidé de s'en retirer en juillet 2011 pour rétablir les contrôles sur la frontière terrestre avec l'Allemagne. Mais quelques mois plus tard, en octobre, le gouvernement social-démocrate, nouvellement élu, annonçait le retrait de cette mesure.
Et puis troisièmement, il y a l'espace baltique, avec ses organisations régionales comme le Conseil nordique, basé à Copenhague, qui regroupe le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande. Et puis le Conseil des États de la mer Baltique, organisation internationale née à Copenhague en 92, à l'initiative des pays riverains de la mer Baltique et de la Norvège, rejoint par l'Islande et l'Union européenne. Et bien son objectif, c'est d'assurer une meilleure coopération, notamment en matière d'économie, d'environnement et de transport. Bien, voilà donc le contexte dans lequel s'exerce cette présidence danoise de l'Union européenne. Il revient à la Première ministre danoise, la social-démocrate Helle Thorning-Schmidt, d'exercer cette présidence selon 3 grands axes. D'abord, valoriser les coopérations européennes en termes de sécurité intérieure et de politique étrangère. Ensuite, lutter contre les facteurs de crise de l'euro. C'est sous la présidence danoise qu'a été signé en mars 2012 le traité qui devrait renforcer la discipline budgétaire des États membres. Et puis, troisièmement, promouvoir une Europe verte et durable. Sauf qu'il y a opposition sur ce dernier point entre plusieurs États membres et la Commission. La Commission voudrait faire passer à 30% l'objectif de réduction des émissions de CO2 d'ici 2020 et non pas rester à 20%. Sauf que la Pologne est contre, la France et l'Allemagne hésitent et paradoxalement, le Danemark ne souhaite pas suivre la Commission dans cet objectif de réduction des émissions de CO2. Je vous conseille de regarder le feuilleton Borgen, édité en DVD par Arte Éditions. Et puis je vous renvoie au site du Dessous des cartes, arte.tv, avec des références en langue française et en langue allemande.